Il est très important non seulement de préserver la mémoire des héros de la Grande Guerre patriotique et de la Seconde Guerre mondiale, qui ont assuré notre développement futur et à venir. Mais souvenez-vous également de l'expérience diplomatique et des leçons diplomatiques qui ont été tirées de ces événements. Et ces leçons sont inestimables. Cela est particulièrement vrai dans la situation actuelle, alors que la quasi-totalité de l'Europe est à nouveau en guerre contre nous. Et voilà, les mots sont lâchés, la totalité de l'Europe en guerre contre la Russie. Alors, vous allez voir dans un instant que même si la chose n'est pas forcément vraie, voire totalement fausse, eh bien cette Europe se prépare, cette Europe investit. Et notamment un chiffre qui a retenu toute notre attention, Laura, ce matin, plus d'1 milliard d'euros. C'est l'argent dépensé par la petite Lituanie pour assurer sa sécurité. C'est le ministère de la Défense lituanien qui a fait cette annonce hier. Il va dépenser 1,1 milliard d'euros sur 10 ans pour renforcer sa défense. Sur cette somme, l'essentiel, 800 millions, sera consacré, je cite, à l'acquisition de mines anti-chars. Ce nouvel arsenal comprendra aussi des capacités de guerre électronique, des systèmes anti-drones et un système renforcé de surveillance et d'alerte précoce. Grâce à eux, le potentiel de dissuasion et de défense de l'État et la sécurité de ses frontières avec la Russie et la Biélorussie seront renforcées. En cas d'agression, il permettrait de bloquer et d'arrêter les actions des États hostiles dirigés contre la République de Lituanie, est-il écrit très clairement dans les dernières lignes du communiqué. Déjà, en janvier dernier, le pays avait annoncé qu'il allait passer de 5 à 6% de son PIB consacré à la défense entre 2026 et 2030, soit un doublement du budget 2024. Pour rappel, la Lituanie possède 227 km de frontière avec la Russie via l'enclave de Kaliningrad et 678 km avec la Biélorussie. Alors la Lituanie qui fait appel à ses voisins pour assurer sa sécurité. Et tout cela, bien évidemment, Laura, c'est concerté. La Lituanie, mais aussi la Lettonie et l'Estonie. Les trois pays sont engagés ensemble dans le projet Baltic Defense Line, ligne de défense balte, depuis janvier 2024. Ce projet prévoit la construction d'au moins 1000 bunkers en béton, de tranchées, de fossés anti-chars, de dépôts de munitions et d'abris de ravitaillement le long des frontières russes et biélorusses. Des dents de dragon ont d'ailleurs déjà été installées dans certaines zones. Illustration, ici au poste frontière de Narva, en Estonie, ou à Karsava, en Lettonie. En Lituanie, on retrouve ces mêmes obstacles sur le pont de la Reine-Louise, au-dessus du fleuve Niemen, qui conduit jusqu'à la Russie. Cette ligne de défense balte doit rejoindre celle édifiée par la Pologne, l'Eastern Shield, bouclier oriental, qui prépare la défense du corridor de Suwałki, que vous voyez ici, si je zoome dans ma carte, long de 65 km et qui relie l'enclave russe de Kaliningrad à la frontière biélorusse. Le tout obéissant à une philosophie définie récemment par le numéro 2 de l'armée lituanienne, un maillon faible, le moindre maillon faible, et c'est le désastre. Merci beaucoup, Laura. C'est presque prémonitoire. Il y a quelques jours de cela, Volodymyr Zelensky s'exprimait sur ces pays frontaliers de la Russie. L'inquiétude, d'autant que Moscou multiplie la construction de bases, parfois à quelques centaines de mètres seulement de ses frontières, et installe des réseaux ferrés. Écoutons le président ukrainien. Regardez la Biélorussie. La Russie prépare quelque chose cet été. Elle utilise des exercices militaires comme couverture. C'est généralement ainsi qu'ils commencent une nouvelle attaque. Mais où vont-ils aller? Je ne sais pas. En Ukraine? En Lituanie? En Pologne? Nous devons tous être prêts. En tout cas, c'est comme ça qu'il y a 3 ans, ils ont commencé cette guerre, cette inquiétude. Alors, vous allez voir, elle nous portera jusque Londres, qui revoit ses plans guerriers et ses investissements. Xavier, on a raison de s'inquiéter, en fait.
Oui, on a raison de s'inquiéter parce que si jamais Vladimir Poutine finissait par l'emporter ou avoir un accord de cessez-le-feu en sa faveur en Ukraine, il serait potentiellement, d'ici quelques années, très rapidement, 3, 4, 5 ans, ça dépend de quel spécialiste on interroge, à la tête d'une armée tout à fait capable de s'en prendre non seulement aux États baltes, mais aussi en partie à la Pologne. Parce que sur la carte que nous montrait tout à l'heure Laura, il y a un endroit qui est extrêmement intéressant, c'est le corridor de Suwalki, qui rejoint depuis la Biélorussie Kaliningrad. Alors, il y a des possibilités de passage pour les Russes à travers ce corridor, mais si jamais vous fermez ce corridor qui fait 70 km de large, eh bien, les 3 États baltes sont totalement isolés des autres pays et forces de l'OTAN. Et à ce moment-là, pouvoir les attaquer pour la Russie devient beaucoup plus facile, même si la frontière est effectivement, en ce moment, en train d'être renforcée le plus possible, avec notamment une sortie du traité d'Ottawa, qui est le traité qui gère les mines antipersonnelles que 5 pays vont pouvoir disposer à leurs frontières: Finlande, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie. Alors, l'Europe qui se barricade, elle a raison de se barricader, cette Europe, parce que, alors que souvent, notamment dans cette émission, on parle des difficultés des Russes sur le terrain. Le problème, c'est que les Russes, ils ne s'arrêtent pas. Les Russes construisent des bases. Les Russes font des exercices militaires. Il va y avoir 100 000 hommes bientôt amassés en Biélorussie. On a l'impression que Poutine est passé à une autre guerre, la guerre d'après d'ailleurs. Je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on parle souvent du prix de la guerre, et on a raison. C'est une guerre qui est coûteuse sur le point humain. Alors le général soulignait que la Russie nous avait pas habitués à être économe en vie humaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit ce que serait le coût de la paix pour la Russie à l'heure actuelle. On en parle beaucoup moins souvent. Si demain, on n'est pas sur un cessez-le-feu ponctuel de quelques jours, ou si on est sur, on va dire, pas forcément une paix, mais un cessez-le-feu solide avec de très grosses garanties de sécurité. Ça veut dire quoi ? Eh bien, vous allez avoir des conséquences directes. L'une, ça va être que les territoires qui sont à l'heure actuelle occupés sont sous un gouvernement russe militaire, d'accord ? Sur une administration militaire. Si demain on est en paix, on passe sur une administration civile, donc beaucoup moins rugueuse, beaucoup moins autoritaire. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, des mouvements de contestation pourraient naître beaucoup plus facilement. Ce qui ne faciliterait ni le narratif. Rappelez-vous que pour le Kremlin, on a libéré des peuples qui étaient maltraités par l'Ukraine et que c'est aussi un choix de société. On préfère le choix de société russe à un choix de société ukrainien et pro-européen. Donc ça casserait un petit peu dans le décor. Deuxième point, si demain on était sur cette configuration d'une paix, quelle que soit sa forme, mais en tout cas encadrée et solide, ça veut dire qu'il faut désarmer. Ça veut dire que les hommes qui sont sur le terrain à l'heure actuelle, vous les récupérez en Russie. Vous récupérez donc des gens qui vont souffrir de post-trauma assez fort, donc avec un potentiel de violence qui sera encore augmenté sur le territoire russe. Vous pouvez ça commence aussi... déjà avec ce qui on l'a déjà vu depuis 3 ans. Oui. Voilà, mais là on aurait un afflux qui serait immédiat et qui serait démultiplié. De masse, quasiment. Et en plus, on aurait aussi la même démultiplication sur des hommes qui pourraient avoir des histoires un peu sombres, dirons-nous, sur le traitement et la gestion du middle management quasi inexistant de l'armée russe, c'est-à-dire des violences qu'ils ont pu subir. Ça serait un peu délicat. Un autre point, c'est l'économie. L'économie russe, elle a fait un pivot en 2022 pour permettre de maintenir l'effort de guerre. Et pour cela, on a secoué un des piliers de l'exercice russe, qui sont les oligarques. Si là, on arrive sur, il n'y a plus d'effort de guerre, d'opération militaire spéciale, comme on dit là-bas, à maintenir, et va falloir que vous réorientiez encore cette économie. Donc vous allez la secouer encore une fois. Tout ça, c'est assez compliqué et ça rentrerait pas forcément dans vos narratifs. A contrario, si vous avez des petits cessez-le-feu que vous décrétez de manière unilatérale, ça vous mange pas tellement de pain, vous êtes sur un conflit peu ou prou gelé, ou du moins d'intensité moyenne que vous réchauffez à volonté, vous justifiez de garder des hommes sur le terrain, vous justifiez l'administration militaire, vous justifiez tout votre système d'armement, et ça vous permet en plus de, si vous avez un affaiblissement sans garantie de sécurité, de vous consolider, et donc de renforcer votre capacité potentiellement de repousser ailleurs, autrement, dans un autre temps. Et là, j'en viens au deuxième point, pardon, je suis un petit peu longue, c'est qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle un vrai stress test. Il suffirait d'une petite morsure sur un pays de l'Union européenne ou de l'OTAN pour mettre au pied du mur et l'Union européenne et l'OTAN. S'il n'y a pas de réaction, de facto, l'Union européenne et l'OTAN n'existent pas. Alors, très intéressant. Il y a les purs et il y a les durs. On sait qu'il y a plusieurs clans, notamment autour de Vladimir Poutine, et qu'il essaye parfois d'apparaître comme un modéré. Il y a les propagandistes. Alors, bien évidemment, souvent on en rigole. Mais parfois, il y a la forme et il y a le fond. Écoutons le fond vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'Europe et des volontés des Russes de conquête. Encore une fois, la Suède militariste
qui s'est battu pour la dernière fois lorsque les uniformes avaient encore des boutons dorés. La Finlande, à qui nous avons pardonné en vain, peuvent-elles comparer leur potentiel militaire à celui de la Corée du Nord ? Nous verrons donc comment les choses évolueront. Nous serons très attentifs. Alors voilà, au-delà des caricatures et des remontades générales, il y a quand même une volonté, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, de s'appuyer, de prendre de la place. On reverra cette carte, bien évidemment. Et on a l'impression d'ailleurs que la base avancée de la Russie, c'est la Biélorussie. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques stocks de missiles à tête nucléaire qui ont été posés de ça et de là par les Russes depuis 6 à 8 mois. Moi, je ne suis pas très convaincu par l'hypothèse menace par la Biélorussie. On en parle déjà depuis 3 ans. On ne l'a pas vraiment vu. Elle a servi de base arrière à l'invasion russe, oui. Mais on sait que l'armée biélorusse est plutôt au service du maintien au pouvoir de son dictateur. Il a été réélu, c'est bon. Il a été réélu pour la 5e fois, je crois. Voilà. Continuez à surveiller tout de même. Voilà. Donc, j'ai du mal à saisir je dirais la pertinence de cette hypothèse. Maintenant, que ce soit un pôle de fixation pour les Ukrainiens, sans aucun doute, puisque, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la menace était déjà venue, l'agression, de ce côté-là. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Maintenant, la menace sur les États baltes, ça fait quand même 3 ans qu'on la sort. Il y a un moment... Vous n'y croyez pas? Allez. Il faut être sérieux quand même. Nous sommes quand même dans 3 pays de l'OTAN, dans un premier temps. Et malgré ce que l'on peut dire, l'OTAN est quand même en principe chargée d'assurer la protection des États membres. Mais quelle OTAN? Celle avec Donald Trump ou celle sans? Il y a un état-major avec effectivement un général américain qui va être remplacé à nouveau par un général américain. Donc je pense que l'engagement au sein de l'OTAN pour l'instant, même s'il y a des déclarations de Trump, n'est pas remis en cause. Il veut faire le ménage dans l'armée d'ailleurs. Il veut prendre des petits jeunes malléables et enlever les anciens. C'est un autre sujet. Il y a une limite d'âge. Donc de toute façon, il y a un moment... Bon, très bien. Ensuite, donc on a ces États baltes. N'oublions pas non plus que dans les États baltes, la surveillance, la protection aérienne est assurée par l'OTAN. Ne l'oublions pas, nous avons des avions de chasse en permanence au-dessus de ces États-là depuis des années pour assurer cette protection. Une brigade allemande est en cours d'installation depuis août dernier de 4000 hommes en Lituanie. Vous avez des bataillons de l'OTAN qui sont déjà déployés dans ces 3 États. Donc les détonateurs, oserais-je dire, de toute intervention otanienne sont en place. C'est pour ça que oui, les États baltes ont intérêt à se protéger parce qu'on ne peut pas laisser les frontières ouvertes comme ça. Donc très bien. En revanche, l'agression venant de Biélorussie ou du Bélarus sur l'un des États baltes, d'une manière militaire, je n'y crois pas. En revanche, qu'il y ait un travail de sape à l'intérieur de ces États, par un changement. Mais toutes les mesures sont prises d'ailleurs contre les minorités russes qui sont déjà en place, ne l'oublions pas non plus. Alors, ce qui est intéressant quand même, je vous laisse la parole bien évidemment, c'est un document qui est posté sur le site de l'état-major de l'armée française. Vous allez voir que dans le cadre de nos discussions, ça tombe juste comme il faut. On est en Estonie, il y a des exercices bien évidemment, et écoutez ce que disent les militaires. Compte tenu de la situation mondiale, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il peut se passer dans 1 an ou 2, et peut-être qu'il nous faudra défendre notre pays tous ensemble. Donc nous devons savoir comment chacun s'entraîne afin de connaître nos procédures communes. Nous, on travaille uniquement avec des gens qui sont l'équivalent de nos réservistes en fait. Et il y a un vrai soutien de la population pour l'armée estonienne et française. Ils sont contents de voir des nouveaux treillis, ils sont contents de nous voir travailler avec eux. Le but dans tout ça, c'est de tirer les meilleurs enseignements possibles pour encore accroître nos capacités de s'entraîner et de combattre ensemble. Vincent, continue. Vous avez vu et vous avez entendu ce qu'a dit ce militaire, hein, compte tenu de la situation mondiale qu'on ne peut pas savoir d'ici 1 ou 2 ans. C'est assez clair quand même. Oui, mais il est clair que nous vivons des temps imprévisibles. J'observe d'ailleurs que au-delà de cette propension de la Russie à brandir le glaive de la force brute, d'autres enjeux plus sournois, plus pernicieux sont en train de s'imposer. J'observe par exemple que sur la question de la frontière, on évoquait tout à l'heure le renforcement du dispositif défensif à la frontière lituanienne, mais ça vaut également pour la Lettonie et la Pologne. Souvenez-vous des tentatives d'usage d'afflux de migrants qui a
pour vocation, évidemment, de déstabiliser les sociétés et, en quelque sorte, de doper les extrêmes droites russophiles des pays en question. Et puis, voyez aussi tout le travail de sape, l'expression a été employée à l'instant, qui est fait. Alors, en Hongrie, c'est pas vraiment nécessaire, puisque avec Viktor Orban, Poutine a un allié loyal et fidèle. Mais il faudra suivre de très près ce qui va advenir en Roumanie, par exemple. Puisqu'on a vu, après le premier tour de dimanche, que le candidat de substitution de l'extrême droite avait réalisé un score supérieur encore à l'hologramme qui avait été porté par les Russes lors du premier tour. Donc, moi, je regarde toujours, évidemment, les menaces. Alors, elles peuvent être nucléaires, elles peuvent être conventionnelles, etc. Mais pendant ce temps-là, il y a ce travail qui vise vraiment à affaiblir le socle de nos démocraties et des alliés fidèles de Kiev. Notamment dans des pays que vous connaissez bien, mon cher Xavier. On pourrait peut-être revenir quand même d'un mot, on parlera de Londres qui a des craintes et qui pense à se réarmer puissamment face aux menaces russes. Zapad 2, je crois, c'est bientôt, je le disais tout à l'heure, c'est 100 000 hommes russes et biélorusses, enfin surtout russes, parce que l'armée biélorusse c'est autre chose, avec un beau Z et aux portes de l'Europe. Alors la dernière fois qu'il y a eu ça, et c'est pour ça que le président Zelensky s'en inquiétait, ça s'est mal passé pour l'Ukraine. Oui, effectivement, ces manœuvres elles vont se dérouler plus ou moins à 80 km de Kiev en fait. Et puis pas très loin non plus des pays baltes, notamment la capitale de la Lituanie est à 30 km de la frontière. Et puis tout au nord, en Estonie, il y a une petite ville qui s'appelle Narva. Alors vraiment tout en haut, qui est au bord d'une rivière et d'un lac. C'est une ville dont les habitants sont pour l'essentiel originaires de Russie, qui parlent russe, qui se sentent totalement russes, qui se sentent pas du tout estoniens, et dont on a pu voir par exemple que sur la rivière ou le lac adjacent, les gardes-frontières russes avaient déjà bougé des bouées. Il y a 7 ou 8 mois, on a les images, on les voit très bien, prendre les bouées, les déplacer pour gagner un tout petit peu de territoire. Alors pour les Russes, il suffirait de provoquer un peu d'agitation, comme ils ont pu le faire par exemple dans le Donbass, à Donetsk ou à Louhansk, provoquer des émeutes, des affrontements avec les forces de l'ordre estoniennes. Ce n'est pas du tout leur genre en plus. C'est pas du tout leur genre, pour que les Russes soient obligés de venir à leur rescousse, comme ils sont venus à la rescousse aussi des habitants de Transnistrie qui avaient été agressés par les Moldaves, soi-disant. Depuis, la République sécessionniste de Transnistrie est toujours adossée à la Fédération de Russie et totalement en dehors de la République de Moldavie. Alors, en mars dernier, l'une de nos équipes était allée sur place en Estonie, Claire Cambier et Charlotte Lefettet. Vous allez voir que la situation est quand même préoccupante. Extrait de ce reportage exceptionnel. De l'autre côté de la rivière, la Russie, 150 mètres à peine, sépare le territoire russe du territoire estonien où nous nous trouvons. Et pour rejoindre les deux pays, il y a ce pont qui s'appelle ironiquement le pont de l'amitié. Les tensions entre les deux pays se multiplient de jour en jour. Traverser la frontière est devenu plus difficile. Il faut s'armer de patience. Plus de passages possibles la nuit. Les véhicules sont interdits depuis l'été dernier. Sur le pont, on voit même des dents de dragon conçues pour bloquer des chars. Christine, le problème de tout cela, en fait, c'est que plus personne a confiance en Vladimir Poutine. Alors, ça fait très longtemps, mais avant, il y avait un bouclier qui était un bouclier de Captain America. Alors là, il l'a rangé au garage, ou alors, parfois, on a le sentiment qu'il le prête à Moscou, et ça inquiète. Il y a une approche qui est aussi beaucoup plus réaliste parce que les faits sont têtus et que depuis 2022, et on aurait d'ailleurs pu remonter avant, on aurait pu remonter à l'annexion de la Crimée, on aurait pu remonter en Géorgie, on aurait pu remonter aux déclarations de 2007, on voit que finalement c'est pas le cadre des traités qui sont signés, qui sont ratifiés par la Russie, qui encadre son comportement, mais sa volonté en tant que telle, et qu'à la limite elle va même utiliser à rebours ce que les Occidentaux, alors européens,
Européens, Canadiens et ou Américains croient, de ce qu'elle va pouvoir respecter ou pas. Donc on est dans cette approche-là. Pour revenir sur la Biélorussie, c'est quand même plus à penser, à mon humble avis, comme étant une plateforme que comme étant un usage en tant que tel d'un ajout militaire assez important. Et tout à l'heure, on a parlé de Kaliningrad. Il y a peut-être un point aussi à rappeler pour renforcer le fait qu'on est quand même sur quelque chose qui est de longue date, c'est qu'en 2016, donc on est après l'annexion de la Crimée, eh bien, vous avez un renforcement des forces sur l'exclave, toujours pas une enclave d'ailleurs. Ça, c'est un petit point, certes linguistique, mais qui est assez important. C'est le problème qui pourrait devenir géographiquement, si ça devenait une enclave, on serait au cœur d'un gros problème. Et ça a une façade maritime, hein, donc géographiquement, une enclave, ça reste un petit peu compliqué. Ça reste quand même une exclave, mais le fait de dire que c'est une enclave de manière régulière pour la Russie renforce cette idée d'enfermement, hein, qui est un des narratifs que l'on va retrouver de manière régulière. Et donc en 2016, on déploie des Iskander à capacité d'emport nucléaire en grande pompe. On en fait toute une grande déclaration en expliquant qu'on est quand même sur le territoire européen, en rappelant à combien on est de Paris, etc. On est en 2016, un moment où on a un petit peu des éléments de pression. Donc c'est ce côté qu'on appelle de la heavy metal diplomatie qui jusque-là est joué beaucoup plus du choc et de l'effroi, c'est-à-dire on va utiliser le vocabulaire militaire, cette déclaration-là, pour finalement dissuader les gouvernements adverses qui ne seraient pas alignés avec cette vision-là. Mais là, on va au-delà de ça et on utilise tout moyen. Vous avez tout à l'heure très justement cité l'utilisation des flux migratoires que l'on a pu voir, qui peuvent revenir, la défense des populations, le volet informationnel, le volet économique, plus des attaques qui vont être ciblées sur des personnes, et on a aussi de la dissuasion qui se joue en mettant des procès sur des think tankers, des chercheurs, par notamment des représentants de RT ou Sputnik ou leurs ex-croissances.